ans sans mise à jour pour l'iMac, près de 5 ans pour l'iPad mini et l'iPad Air, Apple se décide enfin à sortir de sa léthargie, à faire fleurir les nouveaux modèles. La pomme profite même du printemps pour enfin dévoiler la seconde génération des AirPods. Que valent les dernières mises à jour de Cupertino? N'arrive-t-elle pas trop tard? Débat. Le Mac. Bonjour à tous, vous regardez On refait le Mac, alias ORLM, très heureux de vous retrouver à 40 de l'école qui forme les futurs talents de la tech. Je vous rappelle que vous retrouvez On refait le Mac chaque semaine sur notre site internet www.onrefaitLemac.com. Non seulement vous retrouvez nos 330 émissions, mais désormais des news sur l'actualité d'Apple et de la tech en général. Je vous rappelle également qu'On refait le Mac est disponible en version podcast audio sur iTunes, podcast sur iOS, mais également sur Spotify, Deezer et TuneIn, avec en plateau cette semaine comme chroniqueur notre consultant en stratégie numérique Stéphane Zibi. Bonjour Stéphane. Bonjour à tous, bonjour Olivier. Je suis très bien entouré. Alors qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qu'avons-nous reçu en plateau cette semaine? Alors nous avons un iPad Air, troisième du nom. Oui. Nous avons les nouveaux AirPods. Ah, deuxième génération. Un iPad mini. Qui est maintenant compatible avec le Pencil. Voilà. Et aussi... Oui, et les AirPods qui sont là, et puis surtout on a mis un petit iPad Pro là pour montrer un petit peu les dernières générations. Et oui, en bas, et en bas, important. Pour nous qui sommes fans d'Apple, notamment le nouvel iMac, la dernière génération des iMac, dont on va nous parler en détail dans un instant. Didier Policani, justement, on parle de Didier, qui est le fondateur et le rédacteur en chef de Mac Forever. Bonjour Didier. Salut Olivier. Alors je sais pas si tu vois, mais quand on regarde tout ce qu'il y a autour de Stéphane, si tu nous dis pas que c'est nouveau, ouais. Franchement, ça commence. Ouais, voilà. C'est vrai que les on va avoir l'occasion de revenir. J'attaque moi direct, tu vois. Voilà. Jean-Pierre Coff de la Tech. Autre personne en duplex, notre ami Driss Abdi de Next Drive. Bonjour Driss Abdi. Comment ça va? Oui, bonjour Olivier. Bah écoute, ça va bien, je suis super content de te retrouver parce que tu es rentré à temps de New York, il y a un état d'urgence sanitaire qui vient d'être déclaré pour la rougeole. Ah bah sinon je ne serais pas rentré sur le territoire, c'est ça que tu es en train de me dire? Bah écoute, tu aurais peut-être contaminé tous les gens au studio, donc on est content de d'être en duplex. Hein. Bon, peut-être il a déjà. Hein. J'ai déjà, on verra, je vous dirai ça la semaine prochaine. Enfin, notre community manager également en duplex, Florian Chambol. Bonjour Florian. Bonjour Olivier, bonjour à toute l'équipe en plateau. Bon, écoute, on va essayer de te garder quelques modèles parce qu'on est un peu trop gâtés. C'est vrai que c'est gentil. On voit plus tellement la différence d'une génération à l'autre. Allez, on passe tout de suite au sondage de la semaine. Florian, quel était le sondage? La question qu'on a posée sur Twitter cette semaine. Oui Olivier, la question que nous avons posée sur Twitter cette semaine, la première question en tout cas, c'était que manque-t-il aux nouveaux AirPods? Vous avez été 321 exactement à voter, merci beaucoup, et 41% d'entre vous ont estimé que ce qui leur manquait c'était l'isolation pour le bruit ambiant, 25% pour un meilleur son, 20% une version noire et 14% une meilleure autonomie. Alors messieurs, vos réactions, on va peut-être commencer en plateau avec Stéphane, toi qui les traînes depuis quelques jours, voire quelques semaines maintenant. Es-tu d'accord avec ce sondage? C'est l'isolation noise cancelling, comme on l'appelle, qui te manque le plus aujourd'hui sur ces appareils? C'est pas le même produit. En fait, on n'aurait pas pu avoir la même forme et la même, on n'aurait pas eu la même forme et le même produit. Et je pense les mêmes capacités de recharge si ça avait été un noise cancelling. Alors, si tu avais un truc qui te manquait, quel serait? Bah, moi, personnellement, j'ai voté pour un meilleur son. Je pense que Didier, quand j'avais vu ses vidéos pour l'AirPod, était d'accord sur le sujet, parce que pour moi, c'est un autre produit, le noise cancelling. Ouais. Il y a, dans une gamme, il y a toujours une déclinaison avec du noise cancelling. C'est pas un truc que tout le monde cherche à avoir. Donc moi, c'est plutôt un meilleur son, mais je peux dire déjà que on en parlera pendant le ouais, c'est pas forcément très flagrant la meilleure son. Didier, qu'est-ce que tu souhaiterais et qui n'est pas forcément arrivé dans la génération d'AirPods? Comme le dit Stéphane, un meilleur son, mais surtout pour les micros, parce qu'effectivement les micros, voilà, j'ai fait des tests dans les vidéos pour aller voir. C'est vrai que c'est pas top. Dès qu'il y a du bruit, dès que t'es dans la rue, ton correspondant il prend quand même très cher par rapport au filaire là justement. Donc ça, je trouve que c'est quand même assez problématique. Bon, les micros sont loin, ils peuvent pas non plus faire de miracle, mais voilà, je trouve que c'est un des gros défauts. Et le deuxième gros défaut, alors il disait l'avoir réduit, mais franchement moi je trouve pas, c'est la latence, mais qui est inhérente au Bluetooth. Voilà, si tu utilises du Bluetooth, t'es obligé d'avoir au moins 100 millisecondes, on va dire, de latence. Et ça, tu peux pas faire de montage. Les jeux sur les téléphones, c'est compliqué.
compliqué, tu peux pas faire de musique. Enfin, il y a plein d'activités comme ça qui sont un petit peu pénibles. Bon, voilà. Après, ça reste un produit, je trouve, qui est relativement homogène. Il y a pas tant de gros manques. D'ailleurs, on le voit dans le sondage, les gens sont assez partagés finalement. Le produit correspond bien. Il a rencontré un certain succès. Driss, toi qui les testes tous ou presque, par contre, il y a une vraie tendance moi je trouve que c'est vraiment un casque qui est excellent pour le sport, notamment parce qu'il est très léger. Il fait pas mal, et puis le fait qu'il y ait pas de réduction de bruit, moi je trouve que c'est plutôt bien parce que c'est toujours un peu flippant, lorsqu'on court, qu'on fait du vélo, qu'on n'entend pas arriver une voiture, c'est parfois un peu, compliqué. Par contre, il y a beaucoup de casques qui sont traités contre enfin qui sont étanches à la sueur et à l'immersion si on les fait tomber. C'est pas le cas des AirPods, hein? Non, c'est ce que j'allais te dire. Le principal problème quand tu fais du sport, c'est qu'il ne résiste pas à la sueur. Et la sueur, c'est un côté abrasif. Donc ça, faut faire attention, même si je t'avoue que j'ai fait du sport avec la première génération et qui sont toujours en très bon état. Pour en revenir au problème de son et d'isolation, j'avais vu une vidéo, je crois que c'était sur YouTube, et il t'expliquait comment en fait, il faut changer la forme des AirPods, l'embout. Il suffit que ce soit des intra-auriculaires, ce qui va te permettre d'être mieux isolé d'une part, et d'autre part de générer plus de basse au niveau du canal intra-auriculaire. Donc, il te montrait comment en achetant des petits embouts en plastique sur Amazon, et puis tu les perces pour garder les capteurs. Et là, ça te permettait de mieux isoler tes AirPods. Effectivement, tu avais quand même un petit gain en termes de qualité sonore, et tu avais une meilleure isolation. Après, sinon, si tu veux vraiment un son de très bonne qualité, bah, la solution, c'est tu prends ça. Et ça, je viens de les essayer. C'est les Momentum True Wireless de Sennheiser. Et c'est une tuerie. C'est vraiment super bien. Il y a des commandes tactiles aussi. Il n'y a pas d'isolation active, hein. C'est un intra, donc c'est du passif. Ouais, vraiment un super son. Ouais, je recommande. Il y a un petit problème, c'est que ça coûte 299, mais bon, on n'a rien sans rien. 299 €. Du côté de l'isolation, du noise cancelling, il y avait pas mal de rumeurs il y a quelques mois, souviens-toi Didier, sur l'arrivée d'un casque, un peu comme le QC35 de chez Bose, du côté de chez Apple, et puis, ça fait pchit, j'ai l'impression, Je sais pas si ça fait pchit, parce qu'il annonçait quand même pas avec un délai forcément super court, donc ça peut arriver. Peut-être qu'Apple a été un peu refroidi aussi par le HomePod qui a pas super bien marché, alors qu'il se positionnait quand même sur du Si son Stéphane en a acheté un. assez haut de gamme. Stéphane, il faut que tu viennes le chercher. Mais moi, je pense que ça peut arriver quand même. Apple, ils aiment bien ça, l'audio, mais il faut juste qu'ils trouvent un petit peu leur créneau et puis qu'ils arrêtent d'être trop fermés en fait, Ouais, finalement. ils avaient peut-être peur aussi s'ils se mettent à faire parce que ça a quand même été un succès phénoménal, hein, cet AirPods. Je disais que je revenais de New York, mais à Paris, mais même à New York, c'est vraiment flagrant. J'ai l'impression de revenir 15 ans en arrière lorsque l'iPod est sorti à San Francisco, que j'allais chaque année à Macworld, où les gens arboraient tous des casques blancs et forcément on les voyait dans la rue. Et c'était vraiment assez impressionnant ce phénomène et ce succès que rencontrait alors Mais tu vois, je pense qu'ils les- pourraient les vendre sur Android, les AirPods. S'ils mettaient une petite appli un petit peu pour les configurer, s'il y avait des choses un peu. Regarde, tu verras, on a prévu de vous en C'est pas parler. officiel, hein, mais. Ouais, mais ça marche bien. Mais oui, c'est vrai. Mais écoute, bref, c'est vrai que en tout cas, le succès a été là et on se dit s'ils s'amusent en plus à sortir des modèles à arceaux, ils pourraient vraiment faire de l'ombre à leur propre filiale qui est Beats, Stéphane. Bah, c'est on oublierait presque qu'ils sont c'est une filiale d'Apple d'ailleurs, mais là, c'est vrai que tu as raison, c'est vrai que dans la rue, le nombre de personnes qui ont qui ont Impressionnant. ces casques dans les oreilles, je crois que en fait, c'est en fait une surprise qu'ils nous les ont sortis quand même relativement, Un dans un succès qui s'est fait un peu comme ça tout seul. mais avec un bouche à oreille, je sais pas s'il y a Il eu est arrivé en retard. En plus, le casque déjà en son ouais. temps, il a fallu plusieurs mois pour qu'il arrive et qu'il soit disponible en quantité, hein. Ouais, mais tu as bien raison, mais le truc en plus, c'est qu'il y a eu un bouche à oreille qui était dingue parce que ça a apporté tellement quelque chose de nouveau. Le côté un peu bon, bah, le fait qu'on ait plus, de prise jack, eh ben, ça nous a un petit peu forcé la main également, faut dire Ouais, les moi, choses. ce que j'apprécie le plus, c'est la grande légèreté, mais on va y revenir, hein, dans un instant. On parlait oui, Juste un mot, si je peux vous interrompre là-dessus. ouais. C'est aussi une tendance du marché, hein. Aujourd'hui, les constructeurs se lancent tous sur du true wireless, comme on dit. Et donc, vraiment dans toutes les gammes, chez toutes les marques, tu as du true wireless. Et dans les chiffres, notamment les derniers chiffres GFK, c'est complètement flagrant. Donc, il n'y a pas que les AirPods. C'est vraiment une tendance forte du marché. Oui, oui, non, bien sûr, tu as raison sur ce point. Non, moi, je veux te dire la tendance d'Apple, enfin le produit, ça n'a pas été un raz-de-marée immédiat et certainement c'est l'un des produits
qui est le plus profitable et qui se vend le mieux aujourd'hui chez Apple, sachant que le prix, on le verra, il n'est pas forcément, en tout cas sur l'ancienne génération, était relativement raisonnable, ce qui n'est pas le cas de la nouvelle. Alors, ce que valent les oreillettes d'Apple? Sont-elles franchement meilleures que la première génération? Toutes les réponses dans ce prochain chapitre. AirPods 2, faut-il craquer? On le disait en préambule que vraiment le succès est phénoménal. Moi, j'ai vraiment l'impression de revenir 15 ans en arrière du temps de l'iPod où on voyait vraiment fleurir les casques avec les oreillettes blanches. Tu parlais d'Android, Didier. Il y a une application qui s'appelle AirBattery, effectivement, pour Android, qui permet d'utiliser les AirPods comme sur l'iPhone avec une détection automatique. Il faudra qu'on essaye ça. À l'occasion, on vous montrera ça. On n'a pas eu le temps parce qu'on venait juste d'avoir les AirPods. Alors, qu'en est-il maintenant du produit en lui-même? Si tu veux nous faire un petit peu le monsieur loyal, Stéphane, en termes de design, pour commencer là-dessus. Au premier coup d'œil, on n'arrive pas à faire la différence, Stéphane, hein? Non, en effet. Alors, lequel est les AirPods 2? Lesquels sont les AirPods 1? Alors, il y a une façon de quand on les voit à plat comme ça, bon, on voit tout de suite quelque chose de différent. Il y a un petit voyant qui est ici. Je sais pas si j'arrive à bien. Oui, on le voit, voilà, bien. voilà, d'un petit voyant qui s'allume. Voilà, on voit pas très bien. Mais pose-le à plat, carrément. D'accord, Voilà. voilà, pas très bien, voilà. Et normalement, il y a une petite diode qui s'allume devant. Exactement. Ouais, vous avez vu la diode qui s'allume devant? Ça veut dire Voilà. que voilà, c'est une recharge à l'induction, hein. T'as l'éclat à côté, c'est les AirPods 1, mais qui ressemblent vraiment beaucoup. On a bien toujours la prise Lightning en dessous. Derrière, nous avons une bande légèrement plus mate, La charnière, ouais. à charnière, voilà, légèrement plus mate et bon, une couleur légèrement différente entre les AirPods 2 et les AirPods 1 qui sont ici. Et à l'intérieur, nous avons exactement la même chose, sauf que la petite diode que nous avions à l'intérieur ici a disparu, voilà, donc on peut voir la différence. Ouais, elle est passée devant Voilà, maintenant. exactement. Euh, Et donc c'est vrai que là on voit, ils ont quand même, il n'y a pas eu une révolution en termes de design, mais en termes de fonctionnalité, il y a quelque chose de majeur qui est donc cette recharge sans fil que nous attendions depuis des Ouais. mois, quoi. Ouais, on a l'impression qu'il était c'était prêt depuis un bon moment. Didier, on avait vu la vidéo du lancement enfin, le lancement de la keynote en septembre dernier des nouveaux iPhones, hein. Souviens-toi de cette jeune fille qui court pour apporter le nouvel iPhone à Tim Cook. Elle portait des AirPods de deuxième génération et elle pouvait les charger sans fil, hein, c'est bien ça. Et elle disait, ah non, je crois qu'elle a dit 10 Siri à un moment donné, c'est ça à un moment dans la vidéo, hein, c'est ça. D'ailleurs, ça a lancé les iPads. C'est une horreur. Didier. Oui, et d'ailleurs, c'est drôle parce que c'est rare comme ça qu'ils teasent des futurs produits, sans le dire. Mais je pense que même ces AirPods, effectivement, ils auraient dû sortir beaucoup plus tôt. À mon avis, ils sont dans le pipe depuis un petit moment et puis ils se sont dit: «Ah, il y a le AirPower», puis là, le AirPower, ils l'annulent vraiment au dernier moment, tu vois? Ils sont vraiment arrivés au bout du truc. En fait, c'est pas des AirPods 2, hein, c'est un peu des AirPods 1.5 quand même. Ouais, Il y a pas de révolution vraiment et c'est vrai que c'est un produit qui fait un peu pchit malgré tout parce que cette recharge sans fil, l'air de rien, elle perd de l'intérêt quand même sans le AirPower. Moi, je le vois, en fait, je l'utilise pas tant que ça parce que tu sais, quand ça marche pas sur tous les supports déjà, il faut quand même bien le centrer, etc. C'est pas si évident que ça. Tous les supports qui sont sur le côté, ça, tu n'arrives pas à les mettre dessus forcément. ouais. Et puis ils ont Il faut laissé ce du support-là Lightning, donc qui est vraiment super, je trouve, pour les AirPods. Celui-là, là, Moi, j'aime bien, faut moi. viser. Faut vivre, ouais, mais tu as un savoir voyant, viser. donc tu le vois tout de Oui, suite, oui, c'est assez on- pratique. Tu voulais dire quelque chose, Stéphane? Oui, je voulais juste dire, je ne sais pas si vous, les garçons, vous vous souvenez de ça. Est-ce que vous vous souvenez qu'un produit d'Apple est sorti, comme là les AirPods 2, avec le boîtier vide, qui puisse correspondre aux écouteurs, aux oreillettes de la première version? C'est-à-dire qu'un produit est mis à jour, même matériellement, genre qu'on ne foute pas à la poubelle. D'habitude, on avait une nouvelle Oui, version, on avait une version. on peut Quoi. la mettre c'est-à-dire qu'on peut garder ses AirPods 1 et acheter juste le boîtier pour les charger par Ouais, à induction. 89 €, ouais. Ouais, on Sur va en Apple parler. Store. Moi, j'ai jamais vu ça, en fait, de mémoire. oui, mais parce que le AirPower devait sortir vite. C'est-à-dire qu'il avait dit au début, il avait dit: «On pourrait acheter le boîtier sans fil On pour en que ça parle marche sur la avec boîte, le hein, AirPower». ils en parlent du AirPower sur la boîte, mais malheureusement, apparemment, tout était prêt et bizarrement, à la dernière minute, ils ont décidé de ne plus en parler. Ça reste une inconnue, mais c'est vrai que bon, ça, il faut un petit peu viser pour les Ouais. charger. J'aime bien moi ce petit, chargeur à induction parce qu'effectivement, il y a un retour avec une petite LED qui permet vraiment de viser, de savoir où on en est. En termes de son, il y a beaucoup de questions qu'on nous pose concernant les AirPods pour ceux qui ne les ont jamais utilisés. Il y en a tellement en circulation, donc c'est facile quand même de se faire une idée. Est-ce que oui ou non, c'est meilleur que les AirPods, le modèle filaire, Didier, ou Driss ou même, pourquoi pas, Florian?
Eh ben, moi, ce que je peux t'en dire en qualité de son, est-ce que c'est meilleur? Dans un sens, oui, mais modèle pour une filaire, raison hein? bien simple, c'est de la physique. C'est-à-dire que comme j'ai plus le fil qui est en train de tirer sur mes écouteurs, j'arrive à mieux les positionner dans l'oreille, ils sont mieux placés et donc effectivement, j'ai l'impression que le rendu est meilleur. Après, je t'ai dit tout à l'heure, je préfère quand même le son d'autres appareils. Intra, Heu notamment. le côté dans l'avion, les AirPods, c'est juste impossible. Dans le métro aussi, c'est vraiment chiant, faut booster le son. En revanche, leur grande force, c'est cet aspect pratique. Tu vois, tu les as dans la poche, tu reçois un coup de fil, tu les sors, boum, t'es connecté tout de suite. Et j'ai l'impression que la connexion se fait plus vite avec cette version 2. Confirme Didier? Alors, en termes de son, moi, je trouve on est quand même un peu dans le même range d'écouteurs. Et justement, je voulais revenir là-dessus, c'est-à-dire qu'Apple a fait le choix là d'avoir ces semi-intra, hein, comme les AirPods. On les a Et c'est un beaucoup raillés, format, hein? même oui, On mais les a en fait, même si les fans de bon son, ils préfèrent les in-ear, bah, tu vois, moi, j'aime bien ce format parce que justement, au bureau, t'entends tes collègues, dans la rue, t'entends les voitures, et même si dans le métro, c'est chiant, dans l'avion, c'est chiant, mais l'air de rien, la plupart du temps, je trouve que c'est un casque qui est très agréable. Et justement, il n'y a pas tellement de concurrence sur ce segment des semi-intra. Et je pense ouais, que c'est aussi un peu ce qui plaît aux gens, c'est-à-dire que t'es pas coupé du monde, et puis le casque est facile à mettre, faut pas le forcer dans l'oreille, etc. Et je pense voilà, que ça, on voilà. sous-estime beaucoup, hein. Ça on le met en 30 secondes, ça reste quand même 30 relativement secondes? discret. Alors on le met en 1 seconde, Ah, alors que les intras, il faut les visser, il faut souvent les nettoyer après parce qu'il y a quelques dégâts généralement quand on les rentre un peu trop profondément, et c'est vrai que c'est très agréable et ce qui est vraiment agréable, moi, en ce qui me concerne, je les trouve hyper confortables et c'est même flippant parce qu'on les oublie des fois. bah C'est-à-dire, des oui. moments, je me dis: «Mes AirPods» et en fait, ils sont dans les oreilles donc voilà, des fois, j'oublie de les enlever tout simplement. Mais voilà, mais c'est vrai qu'en termes de son, moi je sens une vraie différence par rapport au modèle filaire. J'ai vraiment senti quasiment aucune différence par rapport au modèle, il m'envoie de la musique dans les oreilles, merci Stéphane. Sympa. Par rapport au modèle filaire, je sens une vraie différence par rapport au modèle de la génération précédente. Je trouve elles sont un peu plus péchues. Je trouve que le volume sonore est un peu plus élevé, Didier, tu confirmes? Oui, oui, bah, nous, on a des gros spécialistes de l'audio à la rédac, des gens vraiment Oui? qui font du son tout le temps, qui ont des studios et tout, et effectivement, ils ont noté un peu plus de présence, voilà, notamment au niveau des graves, et puis les aigus étaient un petit peu meilleurs, mais sans saturer, sans Ouais. rien du tout, donc un son assez homogène finalement, je trouve ça correspond Oui, à c'est pas un des peu c'est tout, pas quoi. un rendu, top qualité audiophile et il y a beaucoup mieux, sur le marché et le modèle que tu as présenté Driss, certainement les Sennheiser sont infiniment mieux. Mais c'est vrai que le temps de les installer, le temps pour les recharger en les glissant simplement, on n'a pas à viser pour tourner, remettre dans la boîte, refermer la boîte. Enfin bref, c'est vraiment pratique et puis maintenant avec la recharge à induction, on a juste à les poser sur la table de nuit en même temps que l'iPhone, si vous avez l'équivalent d'un AirPower et on n'a plus rien à penser à savoir si elles sont chargées ou pas. Alors à l'intérieur, il y a eu quand même quelques changements de cette fameuse puce H1 qui est la nouvelle génération de puces qui permet donc de synchroniser et gérer tout ce qui est, audio et Bluetooth des écouteurs. Une connexion 2 fois plus rapide. Moi j'ai ressenti un léger mieux, mais c'est pas forcément flagrant non plus, Didier. Bon, j'ai fait quand même des tests, et c'est vrai que globalement, c'est quand même plus rapide. Quand tu compares avec les autres, que tu fais le test juste après, tu vois que les connexions est plus rapide, mais bémol toujours, c'est-à-dire qu'il y a des fois, ça mouline dans la semoule. Des fois, tu sais, tu prends tes AirPods parce que tu reçois un coup de fil, et ben, il y a ce petit temps qui fait qu'ils mettent du temps à se connecter. Là, tu vois, moi, je les mets quasiment plus pour l'émission parce que des fois, au bout d'un moment, ils se coupent, tu sais pas pourquoi. Et il y a toujours, en fait, cette incertitude qui est liée un petit peu au monde du sans fil. Enfin, il y a plein de choses qu'on maîtrise pas là-dedans. Et c'est vrai que c'est cette stabilité, je trouve, qui manque un petit peu sur les AirPods, surtout quand tu as un usage où tu dois sans cesse te connecter, des fois au Mac, des fois à Mmh. l'iPhone, ou tu les remets dans ta poche. Ça, c'est un petit peu pénible, quoi. Et la puce H1 elle apporte surtout l'arrivée de 10 Siri, donc pour bien comprendre, donc là j'ai dit 10 Siri, tous les iPods et Et c'est iPhone fait. se sont mis en route, c'est une horreur. Pour bien comprendre, on n'a pas besoin de tapoter comme on le faisait auparavant, c'est ça? Mais ça le faisait déjà avec une Apple Watch ou un iPhone, non? Oui, mais en fait, je pense que c'est aussi, quand tu as des choses dans les mains, enfin quand tu là, comme tu plus besoin de contact physique, tu es en train de faire la cuisine, tu vois? C'est hyper pratique d'avoir ça. Bon, après, est-ce que ça compense vraiment l'absence de boutons, par exemple, pour augmenter le son, tu vois? Des petites choses comme ça. Moi, des fois, j'aurais peut-être préféré quand même un bouton pour certains trucs, mais bon, voilà. Et enfin la compatibilité Bluetooth 5.0, c'est un standard fort, enfin une tendance forte du marché également, Driss, hein? Même si Apple n'exploite pas vraiment ce Bluetooth 5.0 aujourd'hui.
Oui, exactement. Non, je pense que c'est plus pour Hello, la Wesley. pérennité. C'est plus pour la pérennité. Ouais, il vient de squatter là, comme il est tard. Il a raison. Il est de retour. J'ai la même analyse. Donc voilà, c'est plus pour l'avenir, si tu veux, la compatibilité avec les futurs appareils. Au-delà de ça, c'est vrai que pour le moment, c'est pas vraiment exploité. Ouais, effectivement et surtout qu'Apple, en termes de qualité, hi-fi, on est encore loin de faire ce que, par exemple, fait un Qobuz, Stéphane, en matière de haute résolution, Apple Music, on a voilà, ils sortent pas ils ne gèrent pas la haute résolution au niveau du son, tout simplement parce qu'ils ne gèrent pas encore la haute résolution au niveau des services de streaming qu'ils Ouais. proposent aujourd'hui. En termes d'autonomie, est-ce que vous avez senti une différence? Moi, personnellement, oui, parce que mes AirPods avaient vieilli et c'est vrai qu'ils vieillissent assez mal en termes de batterie. Donc moi, mes oreillettes, s'éteignaient au bout d'1 heure. Là, elles tiennent beaucoup plus longtemps, 3 heures au total. Par contre, c'est beaucoup mieux en matière de conversation téléphonique Oui. apparemment, d'après ce que j'ai vu, 1 heure de plus. Stéphane? Bah, ça coupe plus. Voilà, c'est-à-dire qu'en gros, on peut tout de suite on a une longue conversation. Avant, au bout de 40 minutes, quand on avait les 2 AirPods, ben, il y en avait un ou les 2, on entendait des signaux, donc on en mettait un dans la boîte et on pouvait intervertir après, toutes les 10 minutes pour Oui, quand pouvoir on faire fait le truc. des directs d'ailleurs, on Ouais, utilise souvent les AirPods et on une s'amuse à les oreille, intervertir voilà. parce que quand ils vieillissent, ils ont du mal à tenir toute Ouais, mais l'émission. bon, c'est pas un vieux produit non plus, faut pas dire que c'est un truc d'il y a Les 5 miens avaient ans. 1 an et demi, ouais, Ouais, mais 1 an c'est et pas demi. si vieux que ça, faut Non, mais pas bon, non, la mais bon, batterie, mais en tout cas, là, les premières discussions que j'ai pu avoir qui ont pu durer s'éterniser parfois, il y a pas eu de problème, en fait. Maintenant, on va dire que c'est bien de les remettre après dedans et j'ai noté aussi qu'ils rechargeaient peut-être relativement rapidement donc c'était plutôt on passait de quasiment 0 à 100 très ouais. rapidement. J'ai pas fait de calcul exact mais ça, c'est un grand progrès déjà. Alors on a dit, la recharge est sans fil Didier, mais c'est toujours une prise Lightning, hein, c'est pas une prise USB-C qui commence à apparaître chez Apple. On c'est bien sûr sur le Mac, sur l'iPad Pro qui est à côté de Stéphane, mais toujours pas sur l'iPhone ni sur les AirPods, hein. De toute façon, maintenant, ils le disent à la presse, ils disent l'USB-C, c'est pour les pros, tu vois. C'est quand même fabuleux. Il y a ça sur des Android à 30 balles et eux, ils te disent ça. Donc, non, mais c'est délirant, c'est qu'on commence à avoir beaucoup trop de chargeurs. Bon, au moins, voilà, si tu peux emmener maintenant en vacances juste ton chargeur de MacBook Pro et puis ton chargeur sans fil, Mmh. tu dis que ça peut recharger tout. Mais comme la charge sans fil, ça reste quand même quelque chose de très lent. Là, je crois que ça recharge, je sais plus, à 2 watts ou un truc Ouais, comme ça, ou 1 watt et demi. comptez une bonne Bah, demi-heure pour les recharger, ouais. ouais, non, mais si tu veux charger vite, faut mieux toujours utiliser le Lightning, donc ça t'oblige à avoir encore un autre chargeur. Enfin, c'est pas très pratique en ce moment. Apple là, sur les connecteurs, on est encore en train de jongler. Je pense qu'on en a encore pour un petit moment, vu qu'ils abandonnent pas ça tout de suite, quoi. Alors pour conclure, c'est bien sûr les tarifs de ces, nouveaux AirPods, 2, la nouvelle génération avec le boîtier à recharge induction coûte désormais 229 €. Stéphane, vous le disiez tout à l'heure, vous avez le choix également de racheter, juste le boîtier de recharge sans fil qui lui va vous coûter uniquement 89 €. Donc en clair, vous gardez vos anciens AirPods et ils deviennent, maintenant compatibles avec la recharge par induction. Et puis il est possible d'acheter, «l'ancienne version» entre guillemets, la version non, qui se recharge pas par induction, mais qui est quand même les AirPods 2 mais sans le boîtier de recharge d'induction, c'est compliqué, à 179 €. Donc je trouvais que le prix était assez bien positionné, pour l'ancienne génération. La concurrence s'est bien positionnée depuis, Driss. Je les trouve quand même un petit peu cher à 229. Je trouve que le juste prix aurait été plutôt un 199 ou un 519 pour les AirPods 2 avec la recharge à induction. Bah, surtout que c'est, comme l'a dit Didier tout à l'heure, c'est pas une fonctionnalité vraiment indispensable. C'est vrai que c'est pratique si tu as un chargeur sur ta table de chevet, tu te prends pas la tête, tu le poses dessus. Moi, à mon avis, le prix de 179, c'est aussi pour ça qu'on les a vus pulluler, c'est qu'ils étaient très bien placés. À l'époque où ils étaient sortis, on n'avait pas trop de propositions à moins de 129 € de mémoire. Bon, aujourd'hui, tu en as, hein, tu en as même à 99 €. Mmh. Donc, il y a une vraie concurrence. Il y a des copies à 10 €, mais bon, c'est pas forcément les mêmes, hein. On est bien Après, d'accord. si on me demande mon avis, je t'avouerais que non, je partirais pour le modèle à 179 € aujourd'hui. 229, juste pour la recharge à induction, ça me paraît vraiment trop cher. Je suis d'accord, même si moi, aujourd'hui, la recharge par induction, c'est vraiment quelque chose qui me manquait beaucoup parce que chaque fois que j'en avais besoin, je me trouvais, toujours un petit peu en limite de batterie. Mais c'est vrai que les miennes avaient mal vieilli, je n'avais pas forcément bien pris soin de ces batteries, Ouais, donc mais l'autonomie était t'es en assez limite de batterie et tu as envie de retrouver rapidement ouais. Mmh. de l'autonomie. Et si tu charges par induction, bah, ça prend plus de temps que si tu le branchais en filaire. Donc finalement, c'est pour ça que je te disais que l'intérêt est moins. C'est pratique si t'es pas pressé. Place à présent, aux nouveaux iMac.
Que valent les nouveaux iMac? On commence par le design, Didier, et là, il a fallu attendre 20 mois et 20 mois pour toujours avoir le même design, ce qui est un petit peu, comment dire, énervant à force, quoi. Ça, c'est une éternité que le design des iMac n'a pas évolué, hein. Oui, après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui me disaient: «Ouais, mais finalement, il se tient encore, enfin, il est encore assez fin, tu le vois sur un bureau, il est assez élégant». C'est vrai que, voilà, tu vois, l'iMac Pro, il est pas moche quand tu le vois comme ça, mais on se lasse un peu en informatique, un design de 7 ans. Puis, en fait, ça remonte à un peu plus vieux, parce que l'iMac, il a un peu cette tête depuis longtemps, il était un peu plus épais avant et surtout, on 2005, était premier iMac comme celui-là. 2005. ouais, puis on était habitué à ce qu'Apple, 14, nous hein. change un peu le design régulièrement. Tu te rappelles, au début, ils mettaient du flower power, ils changeaient les couleurs, ils faisaient des trucs un peu rigolos. C'est vrai que là, il manque de sex appeal, en fait, cet iMac. Tu sais pas si tu as un modèle de 2012 ou de 2019 maintenant. Ouais, Donc là, c'est un peu triste, en fait. ce qui surprend effectivement, c'est la largeur des bordures, hein, autour de la dalle LCD, pardon, qui n'est plus, vraiment la tendance, y compris même au sein d'Apple, hein. Si vous regardez l'iPad, Pro qui est à côté de Stéphane, en matière de bordure, notamment par rapport à l'iPad, on en parlera tout à l'heure, R3, il y a de vraies différences, hein. Les bordures, elles disparaissent chez Apple, sauf sur les Macs, ce qui est assez bizarre. C'est aussi une tendance dans le monde du PC, la disparition des bordures en termes de design, Driss. Bah oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est une tendance, là encore, générale, des bords de plus en plus fins. Écoute, moi, je fais partie des clients potentiels d'iMac, hein. J'ai un modèle 2012, je crois que je voulais renouveler. Mais là, il est hors de question parce que je me dis tôt ou tard, ils vont y venir au bord fin. Et franchement, je vais être dégoûté de me retrouver avec ces trucs épais comme ça de chaque côté. Donc pour le moment, c'est no go. Et ouais, c'est joli, c'est fin de profil, mais je m'en fous. Moi, il est contre un mur, donc ils peuvent le faire aussi fin qu'ils veulent. Ça change pas Ouais, grand-chose. de face, Donc, surtout quand on travaille, on s'en bah, aperçoit pas il forcément. serait temps, surtout que je veux dire aujourd'hui, la techno est là, hein. Moi, je teste énormément de téléviseurs. Pareil, t'as des bords, mais c'est plus rien, quoi. C'est que dalle. Et là, t'as cet ordinateur avec des trucs d'un autre temps. Ouais, sachant que c'est souvent des téléviseurs OLED, Stéphane, Ouais, je pense. alors que c'est du LCD, hein, chez Apple. Ouais, peut-être déjà Non, l'écran non, qui sort. non, non, excuse-moi, Stéphane. C'est pas que de l'OLED, hein. Sur le LCD également, t'as des bords super fins. Ouais, C'est l'OLED, c'est surtout pour l'épaisseur de la dalle. d'accord. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour le coup, il est suffisamment fin sur le profil. Ah ouais, bah, en fait, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à la première version de l'iMac et aujourd'hui, quand même, l'écran a progressé en termes de définition et de qualité. Oui, là maintenant tu as un écran 4K, un écran 5K, Voilà, son modèle qui est en dessous. Oui, voilà. oui, Faut en dire termes les de. choses faut dire les choses comme elles sont. Quand, il a évolué, tant que faire se peut et si le design pour moi, le design, il est un peu intemporel, en fait, je le trouve. Il est un peu intemporel et il peut rester pour moi, malgré c'est vrai, l'histoire des bords à bord, là, je vous l'accorde. À quoi bon changer? On va C'est pas un peu la Golf d'Apple, en fait, voilà, l'iMac aujourd'hui, on hein. chan Mais On tu fait tu vois, évoluer dans des Stéphane, touches. je trouve qu'on pourrait aussi imaginer qu'ils revoient le design, mais d'un point de vue fonctionnel aussi, qu'ils nous mettent un pied, qui soit réglable en hauteur. Tu bien sais, sûr. enfin, quand tu regardes le Surface Studio, il est vachement plus beau, moi, je trouve, Ouais, qu'un de iMac Microsoft. aujourd'hui. Mmh. Pardon, tu dis quoi là? Surface Studio de Et Microsoft. puis, C'est et vrai puis qu'il est attends, vachement plus beau, non, je suis d'accord, il est beaucoup plus original. Puisque Florian est à l'écran, qu'est-ce que tu penses de l'iMac? Est-ce que toi, tu es pas lassé par ce design après un concept qui est là depuis presque 15 ans maintenant, une éternité à l'échelle du calendrier informatique, hein? écoute, à mon sens, c'est un peu ambivalent. D'un côté, je trouve ça un peu gonflé effectivement de la part d'une entreprise qui, à une époque, avait des publicités où, «I'm a Mac, I'm a PC» et se foutait de la gueule des PC qui étaient beiges, qui étaient tous beiges et qui se ressemblaient tous parce qu'ils étaient beiges. Et d'un autre côté, tu te dis: «Ouais, mais qu'est-ce que tu veux qu'ils apportent de plus à leur design, en fait?» Il est alors effectivement, on peut faire des bords plus fins, effectivement, on peut faire un pied réglable, mais le design en lui-même, au final, dans son ensemble, le form factor, pour moi, il est suffisamment abouti. Il n'a pas besoin d'évoluer des masses et il est suffisamment élégant pour être exploitable. Ah, on sait que l'iMac a eu différentes, déclinaisons et évolutions. Le premier iMac avait effectivement déjà les composantes derrière l'écran, hein, l'iMac, G3 notamment. On a vu l'iMac Tournesol qui était beaucoup plus original, mais qui était assez compliqué à concevoir. Il coûtait très cher à fabriquer et à vendre forcément. Et puis on est revenu vers une solution un peu plus classique avec l'iMac G5, les iMac Intel jusqu'à celui-là aujourd'hui. Donc il y a des solutions, il faut laisser la place à la créativité un petit peu. C'est là où on attend Apple sur le chemin, du design pour casser un petit peu les codes. Et là, c'est vrai qu'ils jouent, ils sont un peu dans la position d'un Volkswagen, on le disait, et Jean-Louis Fréchin, qui est notre ami designer,
Il nous le dit souvent, voilà, c'est un peu comme, du match racing en navigation. Voilà, on suit la concurrence, on est devant et on va pas changer révolutionner le critère de design parce que ça fonctionne et on est assez tranquille là-dessus. Mais c'est vrai qu'on aimerait, en tant qu'utilisateur, avoir un effet waouh. Ça fait un moment que j'ai pas eu forcément un effet waouh, si ce n'est la couleur noire qui était très jolie des iMac Pro, c'est un peu dommage. En termes d'évolutivité, il y a pas forcément d'évolution non plus, hein, Didier. Il y a donc une version 4K, donc en 21,5 pouces et une version 5K en 27,5, on l'a pas dit. Il y a uniquement la version, 27 qui peut évoluer, on peut changer la RAM via une trappe, hein, c'est ça? Bah, ça aurait pu faire partie des modifications de Bien design, de sûr, pouvoir faire évoluer justement le stockage interne, de pouvoir changer la RAM quand même dans un modèle à 21 pouces qui monte à autour de 3 000 €. C'est quand même délirant que tu puisses pas changer la RAM sans décoller un écran avec de la colle, enfin ouais, c'est des une trucs, galère. voilà, ils avaient peut-être des impératifs à un moment, mais maintenant c'est vrai qu'ils pourraient revoir, au moins ce système-là, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que voilà, en termes d'évolution, donc il y a alors c'était une très bonne machine. Moi, je l'ai assez bien noté en 2017 parce qu'il a gardé les anciens ports USB, donc tu as toute la rétrocompatibilité. Il y a le Thunderbolt 3, il y a quand même assez de prises. Il y a le gigabit Ethernet. Bon, ils auraient pu mettre du 10 gigabit ou mettre une deuxième prise. D'ailleurs, c'est Comme marrant sur parce le qu'ils Mac le mettent mini, sur le hein. Mac mini. Ouais, Ah oui, et puis pas sur l'iMac, même sur le 27 pouces qui monte à 5 000 balles. Tu te dis quand même, ça aurait été cool. Ils ont le lecteur SD toujours, la c'est prise jack pratique, aussi. ouais. Et finalement, il est très bien conçu au niveau fonctionnel. Il y a pas de grosse frustration Bien à part sûr. cette histoire de stockage et de mémoire. On y reviendra après. Donc voilà, pour ce côté-là, pour tout l'aspect connectique, je trouve que c'est plutôt une bonne machine, ouais. Et c'est vrai que Stéphane nous disait tout à l'heure en préambule que la qualité des écrans est au rendez-vous, même si ça reste du LED et pas de l'OLED. L'étalonnage chez Apple, elle est plutôt réussie, hein, malgré la dalle en verre qui, c'est vrai qu'elle ne séduit pas forcément les professionnels parce qu'il y a pas mal de reflets, hein. Didier? Oui, puis à ce prix-là, surtout, les écrans 5K, quand même, je trouve que l'iMac 27 pouces, il a quand même un bon rapport qualité-prix rien que pour ça. C'est-à-dire que tu veux l'acheter à côté aujourd'hui, t'as pas beaucoup de solutions sur le marché et c'est très cher. Je crois le modèle là, de LG qui te vendent avec les Mac, il coûte quasiment 1500 balles tout seul. Ouais. Donc c'est pas rien d'avoir ça par défaut dans ta machine. Effectivement, c'est très bien calibré. Il y a beaucoup de, enfin, ils ont augmenté là à la dernière évolution en 2017 la luminosité, donc à 500 nits maintenant. Donc ouais, c'est des très belles dalles pour bosser. De toute façon, moi autour de moi, j'ai plein de graphistes qui les utilisent et bon, eux, des fois, ils les calibrent quand même un petit peu hein, pour Mais avoir un peu toujours, mais plus ça de finesse, mais ils c'est sont permis. quand même bien calibrés par défaut. Ouais, et puis bien sûr les évolutions sont plutôt, sous le capot, hein, de l'iMac avec notamment, l'arrivée du nouveau processeur et des GPU, donc les cartes graphiques à jour. Alors qu'est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette nouvelle génération de processeurs Intel? Quelles sont les nouveautés en termes de performance, que ce soit du côté du processeur ou côté de la carte graphique? On gagne des cœurs, c'est ça? Alors, au niveau processeur, on gagne des cœurs, oui. Par contre, on perd, tu sais, la technologie qui s'appelle l'hyper-threading, donc qui est quasiment disparue de la gamme, sauf sur les modèles haut de gamme qui sont en option d'ailleurs, Il y avait des qui problèmes. était une technologie qui Ouais, te permettait de dédoubler un cœur, en fait, en gros, hein, je résume, mais tu gagnais pas 2 fois plus de perf, c'était il y a 30, des problèmes de 40% en sécurité, c'est plus. ça? Voilà, il y a eu toutes les failles Intel, donc ils se sont dit bon, on va arrêter un peu l'hyper-threading, on va mettre plus de cœurs, et c'est ce qui s'est passé. Donc maintenant, on passe. Alors, l'entrée de gamme est toujours à 4 cœurs, ça change pas. Core Donc, tu as i5 un ou gros. Oui, c'est un Core i3. Bon, Core i3, Core i3, i5, Core i5, i7 et i7, Core ça veut plus i9 dire maintenant? grand-chose maintenant Ouais. parce qu'Intel a tellement renommé des trucs que tu sais plus à quoi ça correspond. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est à 4 cœurs sur l'entrée de gamme, à 6 cœurs sur le milieu de gamme, et puis si tu veux le modèle à 8 cœurs avec l'hyper-threading et tout ce qui va bien. Donc là, il faut mettre un petit peu plus d'argent. Par contre, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quand même que tu as un écart assez énorme maintenant entre le bas de gamme et le haut de gamme. C'est vrai que le haut de gamme se dessine quand même plutôt au pro et l'entrée de gamme, c'est de la petite bureautique. C'est vrai qu'aujourd'hui, du quadricœur sans hyper-threading, c'est un petit peu léger, quoi. Ouais. Mais sinon, c'est quand même une belle évolution. C'est-à-dire que c'est effectivement des processeurs qui sont sortis en fin d'année dernière pour certains. Donc, c'est pour ça qu'Apple les a pas mis à jour forcément il y a un an. Mais c'est vrai enfin, au niveau des tests là qu'on a fait, on a fait pas mal de tests. Vous pouvez aller voir sous Resolve, sous Final Cut Pro, etc. Et c'est vrai qu'on vient taquiner l'iMac Pro à 8 cœurs qui lui coûte quand même le double. Alors Donc ça, vas-y, alors justement, on c'est a une belle prévu une petite évolution cette année, hein. animation. Si tu peux, commenter on va juste se contenter du Geekbench parce que c'est même si c'est pas, vraiment, un instantané de la puissance de l'iMac, mais ça montre quand même bien l'évolution. On voit effectivement que sur le haut de gamme en i9, c'est ça, donc la même puce qui est apparue cet été sur les dernières générations de MacBook Pro, l'iMac vient talonner l'iMac Pro et peut-être qu'on comprend pourquoi ils ont attendu presque 2 ans pour le sortir parce qu'ils l'avaient sorti plus tôt, ça aurait fait de l'ombre à l'iMac Pro, tout simplement, Ah même si c'est oui, du Xeon et cetera et que ça a des qualités que n'a pas forcément une puce Intel,
je dirais un peu Oui, plus parce grand que là, public. c'est très théorique, le Geekbench, et forcément, tu testes la puissance brute, mais dans les applications, tu n'as jamais ça. Puis des fois, sur les calculs sur la durée, les Xeon reprennent un petit peu le dessus. Mais c'est vrai que, comme tu dis, je pense que le haut de gamme de l'iMac aujourd'hui, il vient talonner l'iMac Pro, et c'est vrai que les gens, ils peuvent se poser la question par rapport au prix. Après, ce qu'il faut voir aussi, ce qui est quand même assez intéressant quand on voit ce graphique, c'est qu'on voit aussi que le processeur est capable de monter en fréquence beaucoup plus vite, notamment sur un cœur. Donc, sur certaines applications, il va arriver à être plus rapide donc, que les iMac Pro d'entrée de gamme. Ça, c'est assez intéressant. On a fait des tests sous Logic. Effectivement, on est entre le 8 et le 10 cœur. On vient presque talonner le 10 cœur, tu vois, qui lui est vendu encore plus cher. Donc, c'est quand même intéressant si tu fais de l'audio, par exemple. Et puis, ce qui est intéressant aussi de voir dans ce graphe, c'est que finalement, même les MacBook Pro et les Mac Mini, ils sont pas ridicules face à l'iMac, ce qui pouvait être le cas quelques années avant. Là, on se talonne un petit peu et c'est plutôt pas mal. Hein. On a vraiment une belle année là depuis un an et demi en termes de puissance processeur, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas connu ça en fait chez Intel. Oui, parce que là, effectivement, sur le Quick Bench, on ne tire pas forcément parti du GPU, pardon, de la carte graphique, qui est un point différenciant avec le Mac Mini, hein. Le Mac Mini, lui, se contente d'une puce intégrée, d'une carte graphique intégrée à la puce Intel. Là, vous avez une vraie, entre guillemets, carte graphique. Par contre, ce qu'on peut déplorer, et on l'a dit à longueur d'année, et ça, on ne comprend pas que Apple continue à le faire, c'est un produit à environ 1 500 € en entrée de gamme. On trouve encore un disque dur, à plateau d'un 5400 tours. Il faut, plusieurs minutes pour démarrer son Mac comme, il y a quelques années. Ça paraît fou à l'heure où le prix du SSD aujourd'hui, laisser la parole à Driss. Le SSD se généralise quasiment sur tous les PC aujourd'hui. C'est plus du tout un luxe, ça l'est encore chez Apple. C'est pas un luxe, c'est un scandale. Et je pèse mes mots, vendre des machines à ce prix-là avec un disque à plateau, comme quand tu le disais aujourd'hui, ne serait-ce qu'un SSD de 128 €, je serais presque tenté de te dire que c'est de l'argent de poche. Là, moi, j'ai toujours mon vieil iMac de 2012, hein, dans lequel j'ai mis un SSD de 1 Tera. Je crois que ça m'a coûté 100 €, quelque chose comme ça, 150 €, je sais plus. Enfin, tu vois, je veux bien qu'ils aient besoin de marger, mais bon, à un moment, quand Voilà, tu c'est vends une ridicule, machine, ouais. quand tu vends une machine plusieurs milliers d'euros et que ton SSD coûte 2 à 3 fois plus cher que le prix du marché, alors tu vas me dire oui, mais ils sont hyper rapides. Ouais, mais bon, à un moment, écoute, t'as pas non plus besoin de mettre le truc le plus rapide du monde. Enfin, tu vois, il y a une incohérence à ce niveau-là, et c'est vraiment une grosse déception. Et comme te le répétera Didier, on en discutait. Enfin, tu t'achètes pas un ordinateur avec un disque à plateau aujourd'hui, pas en 2019. Ouais. Il faut mettre presque 2 000 €, c'est ça, dans l'iMac pour avoir un Fusion Drive aujourd'hui, ce qui, c'est dingue, pour l'iMac. La Fusion Drive, donc tu résumes, Didier, c'est à la fois un disque dur mécanique et un SSD, c'est ça? Oui, le Fusion Drive, c'est un petit SSD pour mettre le système et les applis, et puis tous tes documents et tous tes gros fichiers vont Lourd. sur le disque à plateau. Mais tu vois, moi, j'irais même plus loin, je dirais que même le Fusion Drive, c'est une honte Oui, aujourd'hui. c'est dépassé, quoi. Éventuellement, ils pourraient te le mettre sur le tout entrée de gamme, pourquoi pas, Voilà. mais pas sur des machines à 2000 balles. C'est-à-dire que vraiment, vu le prix des SSD, alors en fait, aujourd'hui, tu as le choix entre le SSD de compétition et le disque à plateau qui rend ta machine totalement inutilisable. Et c'est ça ton choix. C'est quand même assez incroyable qu'ils mettent pas des disques SATA, comme le dit Driss, qui coûte 100 balles les 1 Tera. Mais c'est le même débat dans tous les Mac, en fait. Hein. On a ce problème dans le Mac Mini, dans les MacBook Pro, dans les iMac. Et effectivement, ils font de la marge là-dessus. Mais surtout, ça bride les gens parce qu'ils prennent le moins cher. Alors, au moins sur l'iMac, tu peux aller brancher. On a fait un petit dossier, nous, sur. Voilà, maintenant, tu as pas mal de solutions en USB-C quand même qui sont très rapides et qui te coûtent pas trop cher. Mais quand même, aller encore rajouter des trucs sur une machine comme ça, justement, qui est un peu jolie et tout, tu vas lui greffer plein de disques pour la booster. C'est quand même scandaleux. Donc, oui, les options, en fait, ils ont pas touché. Et en plus, ils ont même pas touché à un point que l'iMac 21 pouces, il est limité à 1 Tera. On est en 2019. Tu peux pas mettre plus que 1 Tera, peu importe la solution que Ouais. tu as sur la 21 pouces. C'est quand même délirant, quoi. Donc il y a des Mac en portable à 128 Go toujours aujourd'hui chez Apple, et ça semble assez fou qu'ils ne se rendent pas compte que finalement c'est totalement contre-productif ce qu'ils font là, et peut-être qu'ils poussent à l'utilisateur à mettre un peu plus d'argent pour acheter le modèle intermédiaire, mais c'est vrai que la différence de prix n'est absolument pas, justifiée. Pour conclure sur cette nouvelle gamme d'iMac qui est malgré tout assez convaincante, malgré le peu d'évolution en termes de design, et vous l'aurez compris, et les faiblesses en termes de stockage et le coût du stockage. Les perfs sont au rendez-vous quand même au niveau des cartes graphiques et des puces, Didier l'a souligné, la qualité des écrans. Mais quel Mac choisir aujourd'hui Didier, entre un iMac tout court, un iMac Pro, voire un Mac mini? Quels usages, aujourd'hui?
Je pense déjà, même sur l'iMac, il faut différencier les 21 et 27 pouces. Hein. Apple fait vraiment sur le 21, tu as des cartes graphiques de portable qui sont quand même pas très puissantes. Si tu veux faire du montage vidéo ou voilà, de la photo, enfin des domaines un petit peu pro qui exigent de la puissance graphique, il vaut mieux prendre un 27 pouces. Ils ont mis des cartes là qui sont pas mal. Elles sont quand même encore en dessous de l'iMac Pro. Donc l'iMac Pro, ça reste quand même aujourd'hui une machine qui est intéressante. En plus, tu la trouves sur le refurb avec des tarifs quand même assez cassés. Alors évidemment, il y a le Mac Pro qui arrive. Tu peux toujours te dire, bon, est-ce que je mets autant d'argent maintenant alors que le Mac Pro sera peut-être là dans 6 mois, 1 an? C'est une vraie question. Mais l'iMac Pro reste aujourd'hui quand même un bon deal. Hein, moi, voilà, si tu as besoin d'une machine puissante, il y a quand même des bonnes affaires à faire. Et puis le Mac Mini, le Mac Mini, c'est pour les gens qui ont besoin que de CPU. Alors tous ceux qui font, par exemple, de la musique, qui font de la bureautique, voilà, qui font des activités de serveur, c'est un Mac qui reste intéressant de ce point de vue. Une machine ultra compacte, même si Apple aurait pu faire aussi également des efforts en termes de design pour le Mac Mini, puisque le design n'a pas évolué, si ce n'est la couleur. Allez, on va enfin parler des nouveaux iPads qui entourent si joliment Stéphane, mais d'abord on passe à vos questions Twitter. Florian, est-ce que tu as eu des questions cette semaine, ou une question, je crois? Alors avant même en fait d'embrayer sur la question Twitter qu'on a eu cette semaine, tu vois, c'est assez bien parce qu'en fait dans le deuxième sondage de la semaine sur les Ah oui, on iMac, a oublié le sondage, c'est vrai, excuse-moi, autant pour moi. qui était la question était que manque-t-il aux nouveaux iMac? Et c'est bien parce qu'en fait nos chroniqueurs dans leur ensemble rejoignent complètement notre public, à savoir que il y a eu On avait fait un second 277 sondage, votes. bien sûr. 31% pour un prix plus agressif, 30% pour un SSD en entrée de gamme, on y est, 29% pour un nouveau design et 10% pour un GPU Nvidia. Donc comme quoi, on reste cohérent. Oui. Et pour la question Twitter de la semaine, elle nous vient de l'ami Stéphane Coupchou. Donc je rappelle que le tweet, c'était cette semaine dans l'émission, on revient sur les annonces matérielles d'Apple, AirPod 2, iPad Air et iPad mini ainsi que les iMac. Est-ce que vous avez été convaincu par les annonces? Et Stéphane demande, pas vraiment, est-ce que tout ça ne serait pas un peu du réchauffé? C'est un peu le service minimum en termes de, vous l'avez compris, il y a les AirPods, on les attend depuis des mois, voire des années, la mise à jour. Il n'y a pas vraiment de grand risque qui est fait, si ce n'est il y a une augmentation du prix. On va en parler dans un instant. On a parlé des iMac, vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'évolution en termes de stockage et les prix sont toujours aussi évolués. Il n'y a pas de révolution en termes de design, et puis les iPads, on va en parler dans un instant, mais c'est à peu près du même acabit. On va commencer d'ailleurs avec, l'iPad mini. L'iPad mini, tout est mini sauf le prix, près de 4 ans sans mise à jour. On attendait du nouveau du côté de l'iPad mini, mais pas au registre du design, Stéphane. Ça reste encore une fois toujours la même chose. Est-ce que ça te semble encore un produit qui est en vogue en termes de design? C'est vrai qu'il était très sympa l'iPad mini quand il est arrivé, parce Oui. qu'il était beaucoup plus compact, mais si on le met à côté de ton iPhone, XS Max, c'est dur à dire, XS Max, voilà, si Voilà. tu t'aperçois qu'il a pris un petit coup de vieux si tu allumes l'écran. Oui. Voilà, tu tapotes dessus, ça marche aussi. Voilà, ouais, on voit véritablement qu'il y a, voilà, hem, Voilà, c'est-à-dire que la surface utile, elle est voilà, on voit qu'il y a des bandes, aujourd'hui qui n'ont, plus lieu d'être par rapport à nos habitudes et nos usages et bon, c'est bien, on le tient d'une main, c'est super. Moi qui ai des petites mains, je peux encore l'utiliser, mais à quoi bon? Mieux vaut prendre un 10S Max. donc on retrouve le même design, Didier, que l'iPad mini dernière génération qui était apparu en 2012. Il a fallu attendre presque 5 ans, hein, pour avoir un nouveau, 6 ans pour avoir un, non pardon, qu'est-ce que je raconte? 3 ans et demi. 3 ans et demi pour avoir le dernier modèle, presque 5 ans pour le plus ancien, pour le plus puissant. Heu, voilà, enfin, c'est quand même fou qu'en 5 ans, ils aient pas l'occasion de changer 2-3 petites choses, hein, si ce n'est en termes de design quand même. C'est fou. Mais on le voit à nos têtes, une fois qu'on a joué avec l'iPad Pro, qu'on a eu de l'USB-C, tu vois, on a le dernier Apple Pencil et tout, et là, ils nous remettent un truc, en Lightning avec un écran 4 tiers, pas bord à bord, avec un bouton physique. Non, mais moi, j'avais pas c'est bien parce qu'Apple, c'est retour vers le Touch passé ID. un peu, tu sais, voilà, oui, mais c'est Touch ID, tu sais, sur l'iPhone, on avait des boutons tactiles. Là, Ouais. c'est un bouton physique Physique. que tu pousses, et quand même, je sais pas, vu cet iPad mini, il va quand même de 450 à 750 €. Mmh. Donc à 750 €, tu peux acheter encore du Lightning avec un bouton physique, un écran 4 tiers, pas bord à bord. Je trouve que c'est difficile, c'est l'ancien monde en fait qui réapparaît. Alors, il a plein de qualités, on en parlera après, mais malgré tout, par exemple, l'exemple typique, c'est par exemple si tu regardes une vidéo,
en 4 tiers sur un iPad, tu as des énormes bandes en haut et en bas. Et je te parle juste de 16 neuvièmes, hein, pas de 21 neuvièmes. Et ben, finalement, la surface utile, Ouais. elle est Trop de au déperdition. niveau d'un iPhone à peu près. Et là, ils l'ont ciblé aussi pour les illustrateurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de fonctions tactiles qui sont intéressantes. Mais pareil, vu le format, tu auras envie de profiter au moins de toute la surface que tu as dans les mains. Et là, c'est pas le cas. Donc, ouais, c'est ambivalent ce produit. Il est pas mauvais. Il y a beaucoup de gens qui l'attendent parce qu'il y a une vraie attente sur le mini. Il y a plein d'usages en fait Ouais, bien aujourd'hui sûr. qu'Apple a laissé tomber. Et c'est vrai que c'est un peu dommage de nous resservir cette soupe-là. Et toi, on le voit à nos têtes. On n'est pas excité. C'est dommage, quoi. Un iPad mini avec les caractéristiques de l'iPad Pro et avec son écran bord à bord, il arrive vraiment de la gueule, Stéphane, hein. Ah ça c'est sûr qu'on aurait presque même craqué. Peut-être parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui aurait été à un prix Il aurait eu raisonnable un et vrai tout coup de ça. cœur, en tout cas. Oui, je pense que ça aurait été une véritable nouveauté, mais est-ce que La principale nouveauté, en fait, elle est oui, là, oui, hein. oui, d'accord, mais c'est ce que je voulais vous dire, c'est C'est compatible enfin avec l'Apple Pencil. Première génération, hein, mais pas avec la deuxième évidemment. Mais c'est vrai que ça on se fait des nœuds au cerveau, quoi. Il y a l'iPad mini qui est mini de par son nom, mais qui est plus cher que l'iPad entrée de gamme, qui est plus grand, qui est compatible oh, avec l'Apple Pencil 1, mais pas le 2, qui est réservé à l'iPad Pro, mais qui est pour les pros. Mais le Pro, et vous allez voir tout à l'heure, le Pro, c'est devenu l'iPad Air 3. Enfin, c'est bordel son nom, cette gamme. Pardon, j'ai divergé, mais vas-y, non mais Stéphane. au-delà de ça, moi je sais pas si, vous êtes d'accord, mais est-ce que d'autres acteurs ont réussi bon, il y a Surface, bien évidemment, mais est-ce que d'autres acteurs ont réussi à être aussi forts, sur le marché des tablettes qu'Apple? Non, 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 ça se il y a Donc, est-ce qu'ils profitent d'une manne ou pas? Mais ils voient peut-être qu'il y a aussi une demande, je sais pas, non, mais enfin, les restaurateurs, ils passent tous maintenant sur des machines oui, mais enfin, on entend dire que l'iPhone, sature en termes de vente. S'ils veulent vendre plus d'iPad mini, c'est pas en faisant comme ça qu'ils vendent beaucoup, beaucoup plus. Ils vont continuer à garder le même train, mais ça va pas être une révolution. Tu sors un mini iPad Pro avec ce format-là, je pense qu'il y a des gens qui étaient pas forcément prêts à s'acheter un iPhone 10S, mais qui là, ils vont se dire: «Tiens, l'iPad mini, moi, ça m'intéresse, en bord à bord». Voilà, mais là, je comprends pas. Mais c'est vrai que ce sur place, on a du mal à le comprendre, Driss. Ils ont quand même la capacité de proposer un châssis d'iPad Pro pour l'iPad mini à ce niveau de prix surtout, on l'a dit, hein, il est quand même assez élevé, il commence à combien tu avais dit, celui-là, C'est 459. 459 €? Et si tu prends tout avec 256 Go, la 4G, tu es à plus de 700 €. Ouais. 769 € avec la 4G Didier, Driss, pardon. Bah ouais, écoute, moi j'ai un grave dilemme avec ce produit. Je voulais le chroniquer dans un des magazines avec lesquels je collabore, Ouais. et je sais pas trop où le mettre en fait, parce que le problème aujourd'hui, bon, je vais reparler de moi, hein, désolé les gars. J'avais un iPad mini à l'époque du premier iPad Retina, parce que quand je voyage, j'aimais bien avoir ce format qui était compact plutôt que la tablette un peu lourde et encombrante. Aujourd'hui, tu as un iPad Air, R2, R3, ce que tu veux, qui est très fin, qui est Ouais, léger. c'est compact. Finalement, j'ai un 10S Max qui a aussi un grand écran, donc ce mini, il me sert à rien. Stéphane le disait tout à l'heure, et toi aussi, tu l'as dit, c'est plus pour, moi je le vois pour une clientèle professionnelle, bien que ce ne soit pas un iPad Pro, que ce soit dans la Oui. restauration, tu vois, que ce soit dans les avions, etc. Voilà, ce format-là, tu vas à une conférence ou quoi que ce soit, plutôt que d'avoir un bloc-notes, tu as cet iPad-là, d'autant plus qu'il est compatible avec le stylet. Mais pour le grand public, bah voilà, le gros problème, c'est la gamme R aujourd'hui que tu as en face. Ouais, c'est clair. On l'a pas dit, mais c'est vrai que bon, on l'a dit qu'il était compatible avec le Pencil, donc l'écran a évolué, hein, il est laminé maintenant, il y a une meilleure luminosité. C'est surtout sous le capot, Didier, qu'Apple a travaillé avec, en mettant les dernières générations des composants qui sont aujourd'hui sur l'iPhone 10s et sur l'iPhone 10R, hein, c'est ça? La puce A12 Bionic? Oui, bah, je dirais au moins ça, parce que c'est vrai que c'est quand même la grosse nouveauté, c'est l'écran et la puce qu'ils mettent à l'intérieur. Alors, c'est pas la 12X que tu as dans l'iPad Pro, mais Ouais. c'est quand même une puce, vu la taille de l'écran, qui est largement suffisante. Et surtout, c'est l'assurance que ton iPad mini, d'ici 4-5 ans, il aura toujours les mises à jour d'iOS. Là, il est super fluide pour jouer à tous les jeux. Et juste pour embrayer encore quand même sur ce positionnement, je pense qu'on se rend pas compte à quel point il y a des gens qui attendaient cette tablette. C'est-à-dire que c'est une tablette qui est super
super pour les enfants. C'est une tablette qui est super pour tous les gens qui ont besoin d'un truc, par exemple, qui rentre dans un sac à main. C'est bête, mais il y a beaucoup de filles là qui m'ont dit c'est génial. Tu vois, il le positionne pour les illustrateurs aussi, et c'est un vrai sketchbook. Enfin, comment on appelle ça en français, un carnet à croquis, voilà, pour les illustrateurs. Effectivement, dans les visites, dans les musées, quand ils te prêtent des iPads, ils préfèrent t'en prêter des petits. Il y a effectivement dans la restauration. Enfin, il y a plein de sous-domaines. Même on me parlait aussi des drones DJI, tu sais, où tu as une petite télécommande sans écran et tu rajoutes un iPad mini. Il y a plein de gens qui attendaient juste l'iPad. Ils vont l'acheter pour ça. C'est-à-dire que tous ces gens-là n'ont pas besoin de révolution. Ils ont besoin de cet iPad mini simplement parce qu'il n'y a pas de concurrence. Et que Apple est le seul à le faire. Donc voilà, Apple s'est dit il y a plein de petites niches comme ça. On va en revendre des iPads et on n'a pas besoin de faire d'efforts finalement. Ça veut dire que l'iPad mini a été le premier qui a en fait inauguré le design de l'iPad Air avec ce que tu disais tout à l'heure, Driss, donc les bords sur les côtés se sont réduits. Maintenant, c'est l'iPad Pro qui bénéficie des dernières évolutions en termes de design. C'est-à-dire qu'il va falloir attendre peut-être 2-3 ans pour voir arriver un iPad mini à ce rythme-là, parce qu'il y a des mises à jour tous les 4 ans. Un iPad mini ou alors carrément il va disparaître. On s'est même posé la question si elle n'allait pas disparaître purement et simplement de la gamme, à un moment donné, Stéphane. Ben oui, il y a même été question qu'ils sortent un nouvel iPod. Oui, avec Apple, on peut avoir des surprises. Bientôt, on aura peut-être des imprimantes Stylus Color. Non, n'exagérons rien. En termes de badge, donc ça a bien progressé. Effectivement, tu le disais, Didier, il est 4 fois plus rapide, mais sans surprise, que l'ancienne génération, parce qu'il dispose des dernières générations de puces. Le Bluetooth 5 est arrivé. Il a la 4G, bien sûr, en 1 gigabit par seconde. Il prend en charge l'eSIM. Donc, si vous allez voyager à l'étranger, vous avez la possibilité. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est une nouveauté, ça. Oui, c'est pas oui. Non, enfin, c'est une nouveauté depuis 2 ans. Sur les autres iPads, mais bon, passons. L'autonomie reste à peu près identique. L'amélioration la plus importante, c'est peut-être sur le côté de l'appareil photo, parce que c'est vrai qu'il avait quoi, un appareil photo d'1 million de pixels, l'ancienne génération, donc forcément, ça a dû faire des progrès. Hein. En façade, oui, parce qu'en façade, on était à 1,2, on passe à 7. Par contre, de l'autre côté, il change quasiment pas. C'est-à-dire qu'on est sur un appareil photo d'iPhone 5 sur un produit, encore une fois, entre 400 et 700 euros. Et c'est d'autant plus dommage que l'iPad mini, tu l'emportes facilement avec toi. Donc, l'idée de prendre des photos, des vidéos avec, c'est quand même intéressant. Et même la vidéo, elle est limitée en 1080 à 30 images par seconde. Donc, iPhone 5, on est vraiment à ce niveau-là. Et ça, c'est un peu dommage. En fait, ils ont mis beaucoup de ressources, entre guillemets, sur l'écran, tu vois, l'écran laminé, le traitement anti-reflet et tout. Donc, il y a eu aussi une puce très rapide. Et de l'autre côté, par contre, il y a des composants qui ont été laissés à l'abandon, comme justement le capteur photo. Et un autre détail aussi, c'est l'absence de stéréo, qui aurait été quand même cool sur ce petit iPad où tu peux en faire une petite console de jeu pour les enfants, regarder des films. Et ben, tu regardes en mono avec le haut-parleur qui crache juste à droite. C'est un peu dommage aussi. Qui était une belle avancée de l'iPad Air, et puis à que dire des nouveaux iPad Pro avec cette fois 4 enceintes, et c'est vraiment assez immersif, c'est top. Allez, on va essayer de se projeter sur l'avenir, être un peu plus positif, parce que c'est vrai qu'on est un peu déçu du manque d'ambition en termes de renouvellement de ces produits chez Apple en ce moment, avec le busomètre. Didier, quelles sont les rumeurs qui ont le plus buzzé du côté de Mac Forever cette semaine? Alors, Olivier, cette semaine, on va reparler du MacBook Pro 16 pouces, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent ça, un MacBook Pro avec un grand écran, un peu bord à bord, presque le 17 pouces. On a beaucoup parlé avant Noël de ce MacBook Pro. Oui, et surtout qu'on nous l'avait annoncé plus ou moins pour cette année, et puis finalement, il pourrait arriver que fin 2020, début 2021. Voilà. 31 C'est une calendrier grec, quoi. Ce sera pas pour tout de suite, mais voilà, peut-être que Apple effectivement attend un petit peu. Alors par contre, cette année, donc deuxième rumeur, on pourrait avoir un écran donc de 31,6 pouces, si je dis pas de bêtises, qui adopterait donc la technologie mini LED. Alors je pense que tu penses comme moi à l'arrivée d'un Mac Pro à côté. Bien sûr, mais c'est vrai qu'il leur faudrait un bel écran, et un écran qui sera en 4K. Alors on sait pas encore trop quelle norme, quelle connectique ils vont utiliser. Est-ce qu'il y aura du Thunderbolt 4 sans GPU? Je demande à voir, tu vois. Et la nouveauté de cet écran, c'est qu'il utiliserait la technologie mini LED, donc qui permet du rétroéclairage un petit peu plus fin, donc pour avoir des meilleurs contrastes. Donc ça pourrait être assez intéressant. Et le mini LED, ça pourrait arriver sur toute la gamme. Alors le mini LED, ça permet de garder du LCD, donc de pas passer à l'OLED. Là, c'est pareil. Des fois, on comprend pas trop pourquoi. Il commence à y avoir des PC là avec des écrans OLED, et pourquoi pas des Mac. Deuxième rumeur, Didier.
La troisième, puisque le deuxième Troisième, c'était pardon. l'écran Apple. Alors une troisième rumeur, mais c'est un chiffre assez rigolo. Décalage horaire. C'est le cabinet Piper Jaffray, donc Piper, ça se dit, je pense, Piper. qui a sorti que 86% des ados américains auraient un iPhone. Alors le chiffre est sorti partout. Et puis en fait, quand tu creuses un peu, apparemment leur source serait quand même des Américains assez aisés. Donc Oui, de voilà. Beverly Hills, 86% de Beverly Hills. Beverly Hills, Oui, alors 86%, ils ont peut-être c'est un peu hérité ça, quoi. des iPhones de leurs parents, mais la chance qu'ils ont, enfin la chance d'Apple, c'est qu'il y a Huawei ne peut pas vendre de téléphone là-bas. Mais passons, quatrième rumeur. Alors, on parle de 2 nouveaux iPhones, on va dire haut de gamme, qui proposeraient donc le fameux capteur à triple caméra cette année. Alors, on ne sait pas exactement combien d'iPhones ça ferait en tout. Est-ce que ça substituerait, tu vois, au 10S Max qui serait décliné en 2 modèles Ouais. ou pas? Mais il pourrait y avoir plus d'iPhone encore cette année, donc encore Apple qui s'éparpille quelque part avec Comme Nokia. plein de gammes. Ouais, n'exagérons rien, Stéphane. Mais c'est vrai qu'il se bouge un peu. Dernière rumeur. Alors ça, c'est rigolo, c'est Qualcomm donc qui nargue un petit peu Apple. Tu sais qu'en ce moment, ils La sont en guerre. plein procès. Voilà, c'est la guerre. Et puis Apple est quand même bien embêté parce que cette année, ils n'auront pas de 5G dans leurs iPhones. Peut-être pas l'année prochaine non plus, parce qu'Intel semble avoir quand même du mal à produire son modem. Et Qualcomm a déclaré dans la presse que si Apple voulait la 5G, ils avaient notre numéro. Donc voilà. Mais je sais Ça va pas leur si coûter en un peu vrai, cher, tu à mon vois, avis, s'ils la veulent, hein, la 5G. je sais pas Surtout, s'ils le feraient quand même. surtout que là, il va avoir cette année le Monaco Telecom, qui va être le premier opérateur à installer la 5G. D'accord, ils ont que 40 émetteurs à faire. Mais c'est quand même plus mettre. facile de couvrir Monaco Voilà, que bien sûr. Paris. Non, mais ça va être surtout, je pense que Rappelons que c'est une filiale de Xavier, enfin c'est une boîte de Xavier Niel. exactement, mais ça va être le premier opérateur au monde à pouvoir tester. Donc là, il y aura quoi comme terminaux qui pourront permettre d'avoir la 5G? Il y aura Samsung Il y déjà. aura Samsung notamment Voilà. avec le nouveau Galaxy. Et être le premier dans un truc comme ça qui va changer un peu notre quotidien. Allez, on va retrouver, tu vas voir, de l'enthousiasme et de l'entrain en parlant de la nouvelle génération de l'iPad Air. T'es sûr? Le retour de l'iPad Air, après le MacBook Air avant l'hiver, l'iPad Air au printemps. En gros, quoi, c'est un iPad Pro 10,5 pouces. On le voit ici avec Stéphane, avec son écran élargi qui était déjà très sympa avant que l'iPad Pro, toutes les générations soient arrivées. Celui-ci était arrivé il y a 1 an et demi, c'est ça, ce design-là sur l'iPad Pro Didier. Ça reprend la même coque en fait, hein, c'est ça? Bah oui, on refait du neuf avec du vieux. Et puis on lui enlève plein de trucs au passage qui étaient cool avant. Ouais. Et puis on te le vend à peu près au même prix qu'il est sur le refurb. C'est un peu la philosophie de l'iPad Air qui bénéficie donc quand même d'un super écran, qui bénéficie donc de la puce A12. En fait, c'est une espèce d'iPad mini plus grand, hein, finalement. Il a à peu près Le les mêmes smart connector, hein, sur le caractéristiques. côté pour brancher Avec le smart connector, le voilà. clavier. Donc on peut mettre le clavier de l'iPad Pro. Donc C'est voilà. bien. Ah, je peux le remettre. Bien sûr, il est compatible avec Pencil. le Pencil, première génération, hein, donc un peu moins évolué que ceux des iPad Pro. Il n'y a pas de Face ID, pas les fameux haut-parleurs stéréo, moi que j'adorais sur ce modèle-là, parce que quand vous regardiez un film sur Netflix avec un iPad Pro, c'était un vrai régal. Prise jack. La prise jack, oui, ça c'est clair, ils n'ont pas changé la coque pour ça. Pas de Face ID, on l'a dit. Par contre, l'écran, c'est le même que celui de l'iPad Pro, hein. Alors presque le même, puisqu'ils ont encore enlevé un truc, c'est ProMotion, donc les 120 Oui, Hz, exact, les 120 Hz. qui était super agréable. Ouais. Et ça, une fois que tu y as goûté, d'ailleurs, tu le voudrais sur l'iPhone, c'est marrant qu'il est toujours pas mis. Ouais. Mais c'est vrai que d'avoir ça, c'était vraiment génial. Et du coup, finalement, moi, vraiment, mon conseil, c'est acheter pas ça, tant qu'il est pas sur le refurb et qu'il est pas moins cher ou en promo, parce que il vaut mieux Voilà, acheter acheter un iPad l'ancien Pro. iPad Pro, L'ancien voilà, iPad qui est Pro vendu sur le autour refurb, bien de sûr. 500 € à peu près, voilà, et qui a tous les trucs Maintenant, bien, sauf la puce. Et alors, il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, c'est l'appareil photo qui, avant, donc cette tablette avait un capteur stabilisé et qui filmait en 4K, voilà, qui avait une super ouverture. Et là, ils t'ont mis le même capteur que l'iPad mini, que l'iPad 6, enfin le truc tout pourri, là, Avant, 8 tu veux dire sur mégas. l'iPad Pro. Et c'est dommage parce qu'il y a des gens qui achètent ce genre d'iPad en entreprise pour faire des scans, même des fois c'est l'appareil photo de la boîte, tu vois, il y a plein d'usages en fait pour faire de la photo, de la vidéo, de la réalité augmentée dans les écoles. Enfin, c'est vraiment dommage, c'est du gagne petit. Donc c'est bizarre qu'ils arrivent à te vendre de l'iPad Pro ancienne génération avec tout ça, sauf la puce effectivement à 12, et que là ils te sortent un truc complètement castré à un tarif qui est prohibitif. 569 € pour la version 64 Go Wi-Fi. Si vous voulez la version 4G, il faudra. Alors, il y a la version eSIM également, hein, sur ce modèle-là, à 709 €. 256 Go Wi-Fi tout seul, 739, et 250 Go Wi-Fi plus cellulaire, 819 €. Pour 2 milieux de gamme, Driss, ta douille.
Ouais, ça douille. Et moi, je rejoins totalement Didier dans ce qu'il disait. Aujourd'hui, vu le prix, vu la différence de prix qui est minime avec l'ancien iPad Pro, bah, ce serait dommage de se priver. Surtout que, bon, dans le fond, on comprend ce qu'a fait Apple. Hein, c'est très simple. Il s'agissait de combler le gap entre les mini, enfin les premiers prix de l'iPad et les pros qui restent quand même un niveau encore au-dessus en termes de prix. Mais voilà, tout à l'heure, moi je disais que le principal problème de l'iPad mini, c'était l'iPad Air 2, voire 3. Le problème de cet iPad Air, c'est l'ancien iPad Pro. Clair. Et puis au-delà, l'une des premières qualités d'Apple, c'était, lorsqu'on voulait acheter un produit, c'était quand même la rationalisation de la gamme. C'est-à-dire qu'on n'avait Ouais. pas 50 références, donc à la limite, c'était assez, voilà, c'était difficile de se tromper. Là, il faut vraiment quand même se faire des nœuds au cerveau pour trouver le bon modèle qui convient à ce qu'on veut faire. À la limite, le bon modèle qu'on vous conseille, c'est le modèle qui est plus fait. C'est dingue! Prenez l'ancien modèle, quoi, c'est fou. Allez, on passe à vos coups de cœur. Les coups de cœur, on commence tout de suite avec, allez, Cédric qui s'y colle en premier. Alors oui, mon coup de cœur. Eh ben écoute, j'ai testé plein de produits, mais là, moi, j'aime vraiment celui-là. C'est bien pour mon côté hypocondriaque. C'est un produit français. C'est créé par Plume Labs. Donc c'est un petit boîtier qui est Joli. en acier inoxydable avec une accroche là en cuir vegan. Qu'est-ce que ça fait? Eh ben écoute, ça respire, si je puis dire, l'air que tu respires. En fait, En c'est un cuir vegan, tu capteur veux dire de c'est du plastique, quoi, c'est ça? c'est un capteur de pollution et c'est absolument flippant parce que bon Ouais. bah alors utiliser à la maison, ça te permet de voir, de mesurer. Attends, je suis en train de lancer l'app. Donc voilà, là tout à l'heure par exemple, j'ai fait un Ça brûle un peu, trajet. Est-ce qu'il ça va brûle un peu. réussir à On voit faire? pas, mais c'est Non. pas grave. Fais-nous tu Bon, fais une petite capture et on la mettra au montage. c'est un MacBook Air. Donc voilà, tu vas avoir le taux de particules fines, le taux de monoxyde de carbone et tout ce qui est tout ce qu'il y a dans l'air en gros. Bah, autant te dire que là j'ai fait une balade dans un coin qui était censé être avec un peu de verdure, mais au-dessus de la 86, Ouais, et bah ça dès sert la à rien. verdure c'est une horreur. Donc voilà, c'est sympa. Tu l'accroches à un sac, tu l'accroches à ton Et vélo. merci Idriss. De ton côté, Florian, quel est ton coup de cœur cette semaine? Eh ben Olivier, mon coup de cœur, moi, cette semaine, c'est pas un objet, c'est un salon, puisque on est des geeks. Et moi, je me passionne pour le digital. Et il se trouve qu'en Normandie, de là d'où je viens et de là d'où François, notre réal, vient aussi, il y a un salon à Caen tous les ans maintenant qui s'appelle le WPN Digital, qui est un salon qui tourne autour de WordPress et du digital, qui aura lieu le 24 mai, voilà, et je trouve ça assez formidable. Je trouve que c'est une riche idée d'avoir rassemblé plein de choses et plein de concepts ensemble. Donc je vous invite vraiment à aller voir le site internet et éventuellement à prendre vos billets comme moi. Le WPN Digital, donc à Rouen, À Caen, à Caen, le 24 mai, pardon. c'est ça. Didier, ton coup de cœur? Alors, on est en plein nab, Olivier. Nab, Et tous les férus de vidéos professionnel. voilà, adorent ce salon qui se trouve donc à Las Vegas, qui dure une petite semaine et où on a énormément de nouveautés. D'ailleurs, on en profite pour faire un coucou à notre ami Emmanuel qui est là-bas, qui fait des super podcasts. Emmanuel Allez voir Pampuri. sa chaîne d'ailleurs. Emmanuel Pampuri, exactement. Et alors moi, j'ai noté quand même la sortie de DaVinci Resolve 16, alors qui est un logiciel qui à la base faisait surtout de la colorimétrie, mais petit à petit, il vient marcher sur les plates-bandes d'Apple et notamment Final Cut. Et là, la dernière version, elle est assez impressionnante puisqu'ils ont beaucoup de nouveautés. Ils gèrent le multiple GPU, ce que fait pas Apple. Il est effectivement très optimisé. Il propose aussi un système d'éditeur rapide, donc comme Final Cut Pro pour pour publier rapidement, par exemple, des vidéos sur YouTube. Et puis là, ils ont même mis un petit peu d'IA. Par exemple, ils te sélectionnent les clips en fonction du Ouais. visage des personnes que tu as filmées et ils les regroupent. Mais c'est des trucs qu'on voudrait chez Apple. Et là, on se dit aussi sur Final Cut, tu vois, s'ils se bougent pas un petit peu les Bougez-vous! fesses, des programmes Bougez-vous, comme messieurs, Resolve, d'Apple. C'est ça. ça peut effectivement être un petit peu dangereux pour eux. Alors heureusement, ils ont encore les interfaces un peu sympas, ils ont encore de l'ergonomie face à ça. Mais Resolve, ouais, vraiment très prometteur. En plus, Ouais. il est pas très cher non plus comme Final Cut Pro, c'est à peu près les mêmes prix. Et puis il est même gratuit si tu achètes du matériel Blackmagic. Ouais, Donc, ouais. Et c'est australien en plus, messieurs. Moi, je vote pour, pour DaVinci Resolve. Merci Didier. Stéphane, ton coup de cœur? Alors j'en ai 2, Olivier. Le premier, c'est un album. En fait, comme on a eu parlé des AirPods, ben, Mmh. on a voulu écouter de la musique. J'ai écouté. Bon, il y a parmi les nouveautés qu'il y a eu cette semaine, il y a un album qui m'a
qui était agréable à l'oreille et en plus quand je vais vous donner le nom, en plus on pourra dire que c'est agréable pour les yeux également. C'est le dernier album d'Elena Noguera qui s'appelle Nu. Ah oui, je confirme. Nu, donc en plus Ouais. et donc dont le premier extrait c'est avec Vincent de Dienne qui s'appelle Je mens, qui est voilà, il faut écouter les paroles. C'est un Le- bon goût, je trouve. Je trouve j'aime bien, donc je vous encourage à l'écouter sur vos plateformes préférées de streaming ou si vous voulez le downloader. Maintenant mon coup de cœur, mon deuxième coup de cœur est un coup de cœur où je suis obligé, à chaque fois que j'en parle, on me demande pardon. Donc je vais le répéter une fois et une deuxième fois parce que comme ça on me dira pas pardon. Une société qui s'appelle Watergene et qui est une société israélienne qui transforme l'air en eau. Donc qui transforme l'air en eau. Oui. Voilà, donc en gros, c'est un appareil. Donc j'ai trouvé ça fantastique, c'est-à-dire que même dans nos rêves les plus fous, on arrive à faire des choses impossibles. Et donc en gros, avec l'humidité qu'il y a dans l'air, on transforme en eau potable. Donc imaginez ce qu'on peut faire avec. Ah, je Et là, comprends ça a été installé en Californie là pour essai. Ça a été présenté au CES. C'est quelque chose qui pourra, je pense, solutionner beaucoup de choses. Ouais. Et je vous encourage à regarder ce qui se passe sur le site de cette société-là. À mon côté, mon coup de cœur, je vais rester sur la musique. C'est la dernière version plus 3.5 d'Ordivana. Ordivana, c'est une sorte de super iTunes. C'est un lecteur audiophile hi-fi de référence qui a été créé en France par Damien Plisson. Alors, si vous aimez vraiment écouter vos morceaux sur le Mac, ça marche aussi sur PC, hein, que ce soit via ces enceintes intégrées notamment, ou il y a des enceintes externes, voire un ampli. Vous n'allez vraiment pas en croire vos oreilles. Même sur un Mac classique, on sent vraiment une différence. Si vous écoutez un morceau, ne fût-ce qu'un morceau en streaming ou acheté sur iTunes, voilà, ça magnifie le son d'une manière formidable. C'est le son vraiment d'une remarquable justesse. Le rendu est infiniment meilleur que la plupart des lecteurs audio du marché, que ce soit iTunes ou même des solutions de streaming. Et si en plus vous êtes fan de musique en haute résolution, là vous allez vous régaler avec ce type de logiciel. Donc la nouvelle version 3.5 entièrement revisitée d'Ordivana qui bénéficie en plus d'une toute nouvelle interface graphique qui est bien plus ergonomique. C'était un petit peu son point faible jusqu'à maintenant et là ça a bien évolué et comptait 78 € pour la nouvelle version d'Ordivana 3.5. Voilà, c'est la fin de ce 330e épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous revenez quand vous voulez, messieurs. Avec plaisir, monsieur Olivier. Sur Hangout ? Oui, Ouais, carrément, avec mon petit squatter. c'est clair. Tu l'embrasses pour moi. Et quant à vous, on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le petit bouton et également cliquer sur le petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Merci pour votre fidélité et à la semaine prochaine. Au revoir.